L'histoire commence avec un enfant qui joue dans la forêt et qui remarque une lumière dorée éclatante. Il s'approche pour voir ce qui se passe et découvre une fille et un vieil homme sortant de la lumière. La fille demande à l'enfant son nom, et celui-ci se présente comme Satao. La fille se présente alors comme Eme Nonoka, et elle demande à Satao de ne rien dire à personne à propos de ce qu'il a vu ici. Elle explique qu'il vaut mieux qu'il oublie cela et lui assure qu'en échange, elle sera son amie. Satao pense qu'à ce moment-là, il savait déjà qu'il devait la protéger, et il gardera cette pensée jusqu'à la fin des temps. 10 ans plus tard, Eme réveille Satao. Elle lui dit qu'elle a préparé le petit déjeuner pour lui, et en voyant le repas, Satao pense que c'est vraiment luxueux. Eme mentionne qu'après aujourd'hui, c'est les vacances d'été, et elle s'est réveillée tôt sans s'en rendre compte. Satao mentionne alors que Eme Nonoka est son amie d'enfance, et cela fait 10 ans qu'elle a emménagé dans la maison voisine. Elle n'a pas de parents et vit avec son grand-père. Satao explique qu'Eme a beaucoup changé depuis qu'elle est entrée au lycée, tout en regardant sa poitrine, et il mentionne qu'elle était timide auparavant. Eme affirme qu'elle attirerait plus l'attention sur ses cheveux si elle essayait de rester discrète, et en tant que princesse, il est crucial pour elle d'être forte. Satao dit qu'Eme se fait appeler princesse depuis qu'elle est enfant, et Eme se rapproche de Satao, le rendant embarrassé. Cependant, Eme retire simplement un grain de riz autour de la bouche de Satao et le mange. Cela le rend encore plus embarrassé, et la scène se coupe sur les deux partant pour l'école. Ils saluent tous les deux le grand-père d'Eme et partent. En chemin, Eme demande à Satao si son père n'est toujours pas rentré, et Satao mentionne qu'il ne rentrera qu'après les vacances d'été. Eme dit que cela doit être difficile, mais Satao explique qu'il est habitué. Il remarque alors les bagues au cou d'Eme. Il se souvient qu'Eme lui a dit qu'elles sont pour l'homme avec qui elle se mariera un jour, et elle a demandé à Satao de l'épouser quand ils seront plus grands. Eme lui demande ce qu'il regarde, et elle précise qu'elle ne les lui donnera pas, car elles sont importantes. Satao pense qu'il ne devrait pas prendre les promesses d'enfance au sérieux, et la scène passe à l'école. Eme se vante de ses résultats scolaires devant ses amis, et il la félicite. Eme mentionne que, en tant que princesse, il est de son devoir d'être intelligente, et ses amis se demandent de quelle princesse de quel pays elle est. On voit ensuite Satao parler avec certains de ses amis, l'un d'eux lui disant que cela doit être génial d'avoir une petite amie. Satao explique qu'il vient à l'école avec Eme tous les jours parce qu'elle habite à côté. Satao reçoit alors un message d'Eme, dans lequel elle propose d'aller au festival d'été et lui dit de la rejoindre devant le sanctuaire à 6 heures du soir. Satao se demande pourquoi elle lui envoie un message, et il pense que cela ne ferait pas de mal d'espérer. Plus tard, Satao retrouve Eme au sanctuaire et est ébloui par sa tenue de yukata. Eme se demande s'il est hypnotisé par elle, et Satao confirme. Cela rend Eme embarrassé, et il se promène ensuite dans le festival. Eme dit que les festivals l'excitent toujours, et elle rappelle à Satao qu'étant jeune, ils se sont perdus une fois dans le festival, et Satao lui a tenu la main pour ne pas se perdre. Elle dit qu'il était cool à l'époque, et Satao se demande s'il ne l'est plus maintenant. Eme mentionne qu'elle ne sait pas, et elle propose qu'ils prennent quelque chose à manger. Eme achète ensuite une banane enrobée de chocolat, et elle remarque un jouet en peluche dans un stand de tir. Elle demande à Satao de le gagner pour elle. Satao vise le jouet en peluche et pense qu'il ne veut pas risquer sa relation actuelle avec Eme en essayant de la faire évoluer, mais il ne veut pas non plus qu'il reste ainsi pour toujours. Satao gagne ensuite le jouet pour elle, et ils vont au sanctuaire pour regarder les feux d'artifice. Satao essaie de se confesser à Eme à ce moment-là, mais les feux d'artifice l'interrompent, et Eme dit qu'ils sont magnifiques. Elle dit qu'elle est reconnaissante de les regarder avec Satao, et Satao lui dit la même chose. Eme mentionne ensuite qu'il y a un secret qu'elle ne lui a jamais dit, et elle dit qu'elle a décidé de partir. Satao est surpris d'entendre cela et lui demande quand. Elle lui dit que demain, elle partira pour le village natal de son grand-père, et la scène se coupe sur eux revenant à leur immeuble. Eme remercie Satao pour la soirée, et elle mentionne qu'elle était contente de pouvoir regarder les feux d'artifice avec lui. Satao lui demande si elle doit vraiment partir, mais Eme l'ignore et dit qu'il lui a offert une merveilleuse soirée à se rappeler. Eme entre ensuite dans son appartement, et alors qu'il est allongé dans son lit, Satao se demande où Eme va, pensant qu'il croyait tout savoir d'elle, mais qu'en réalité, il ne connaissait rien. Satao remarque ensuite une lumière dorée venant des montagnes, ce qui lui rappelle le jour où il a rencontré Eme pour la première fois. Il se dirige vers la source de la lumière et remarque Eme là-bas. Il lui demande de ne pas partir,
et Aimée est surprise que Satao se souvienne de leur première rencontre. Elle dit que Satao doit savoir qu'elle a menti à propos de déménager et qu'elle part pour un monde totalement différent de celui-ci. Elle dit qu'elle va se marier, car elle est une princesse. Elle part après avoir dit adieu à Satao, et Satao se demande s'il va la regarder partir. Il pense que non et entre lui-même dans la lumière dorée. Il ouvre ensuite les yeux dans un palais et remarque Aimée en train d'épouser un prince. Les invités du mariage sont surpris de voir Satao, et le prêtre demande à Aimée d'accomplir le baiser sacré. Satao appelle Aimée, et le prince lui demande qui est ce gars. Un monstre pénètre ensuite dans le palais, et les gens là-bas l'appellent une créature abyssale. Le grand-père d'Aimée mentionne que le monstre est là pour prendre la vie de la princesse, et il tente de le combattre, mais il est distrait en voyant Satao dans ce monde, et le monstre le bête. Le grand-père d'Aimée, nommé Alabasté, demande ensuite à Aimée de donner l'anneau de lumière au prince, mais Aimée remarque que Satao est en danger et l'embrasse. Elle lui donne son anneau, et le prince pense que la princesse Cristal a fait son choix. Il donne à Satao son épée, et Satao se demande ce qu'il est censé faire avec ça. Le monstre s'approche de lui, et l'épée commence à briller avec l'anneau. Satao tranche le monstre en un seul coup. Il s'évanouit puis se réveille dans un lit. Il demande à Aimée où il est, et Aimée déclare que c'est la chambre à coucher du couple royal. Elle explique qu'ils ont partagé le baiser du serment, et Satao se demande si cela signifie qu'Aimée l'aime. Aimée mentionne qu'elle était censée se marier avec ce prince, mais elle ne savait rien de lui. Elle ne voulait pas épouser quelqu'un comme ça, alors quand elle a vu un visage familier, elle n'a pas pu s'en empêcher. Satao ne peut pas croire que c'est la raison pour laquelle Aimée l'a choisi, et Aimée s'excuse de faire de Satao son héros. On voit ensuite des servantes parler du roi de l'anneau, et l'une d'elles mentionne que le roi de l'anneau vient d'un autre monde et a vaincu une créature abyssale en un seul coup. Ensuite, Satao rencontre certains des officiels du palais, et il chuchote que le mariage était censé renforcer les liens entre l'Empire et le Royaume de la Lumière. Lorsque le roi l'apprendra, il sera furieux, et le prince déclare que l'homme choisi par la princesse de l'anneau est le roi de l'anneau, le sauveur du monde. Tant lui que Satao suivent simplement leur héritage pour sauver le monde, et cela n'a rien à voir avec ce que pense son père. Les gens chuchotent que le deuxième prince est vraiment vantard, et Alabasté mentionne ensuite qu'il n'a amené le roi de l'anneau ici que parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient le rencontrer, mais il y a beaucoup plus de gens qui attendent de le voir, et il présente le roi de l'anneau à tout leur royaume. Satao devient nerveux d'être regardé par une si grande foule, et Alabasté lui demande de dire quelque chose. Satao remarque que les gens l'acclament, et Alabasté déclare que tout le monde attendait l'arrivée du roi de l'anneau, et qu'il est l'espoir de ce monde. Satao déclare alors qu'il est le roi de l'anneau, qu'il est venu d'un autre monde pour les sauver, et qu'il est leur héros. La scène coupe ensuite à Satao prenant un bain, et il pense qu'il s'est emporté là-bas. Aimée vient ensuite et Satao se demande pourquoi elle est là. Aimée déclare que cela ne peut pas être évité car ils sont officiellement mariés, et elle lui demande de ne pas la regarder. Elle entre dans l'eau, s'excuse de causer autant de problèmes à Satao et mentionne que ce n'était pas censé être sa place, et c'est de sa faute de l'avoir entraîné dans tout cela. Satao dit que cela ne le dérange pas, car c'est déjà les vacances d'été, et il est le mari choisi par la princesse de l'anneau elle-même. Il déclare qu'il sait qu'Aimée ne va pas quitter cet endroit, et c'est pourquoi il va rester ici aussi. Il mentionne que le monstre d'hier était après elle et l'anneau qu'elle portait, et puisqu'il est le seul qui peut la sauver, il ne va pas la quitter. En entendant cela, Aimée se souvient qu'à ses débuts à l'école, tout le monde l'a laissé tranquille à cause de la couleur étrange de ses cheveux, mais Satao est venu à sa rescousse. Elle mentionne que Satao a toujours été cool, et elle le remercie. Satao tente ensuite de jeter un coup d'œil à sa poitrine, mais Aimée les cache et mentionne avec embarras que les mariages de la famille royale ne sont qu'une formalité. Elle déclare qu'elle l'a seulement fait son mari par accident, et il ne doit pas se sentir responsable. Satao déclare qu'il le sait, mais il est heureux qu'Aimée l'ait choisi. Aimée déclare que Satao doit beaucoup l'aimer pour dire cela, et Satao déclare que c'est le cas. Aimée se demande s'il l'aime comme un ami, et Satao lui dit qu'elle est son amie la plus importante. Ils entendent ensuite des cloches sonner dehors, et ils se demandent ce qui se passe. Ils se dirigent vers la porte du palais, et les soldats remarquent qu'ils sont à moitié déshabillés et se demandent s'ils étaient en train de le faire. Aimée déclare qu'ils ne l'ont pas encore fait, et un soldat leur dit qu'ils sont attaqués par des créatures abyssales. Ils affirment que le monstre que Satao a tué était probablement un éclaireur, et ils demandent à Satao de leur prêter sa force. Il le regarde avec des yeux pleins d'attente,
et Aimé mentionne que Sato n'a aucune expérience au combat. Alabasté mentionne qu'il doit quand même combattre, car il a l'anneau. Sato dit à Aimé qu'elle peut compter sur lui, et on lui donne une hache. Alabasté lui dit ensuite que l'anneau de lumière est le fléau du mal, et il donne la lumière bannissante à tout ce que Sato touche. Son porteur est béni d'une puissance immense, et cet anneau peut créer les armes les plus puissantes contre les abysses. Sato pense qu'il ne sait pas grand-chose sur la situation mondiale, mais la vie d'Aimé est en jeu, et c'est pourquoi il fera de son mieux pour aider. Aimé embrasse alors Sato et lui demande de vaincre les êtres maléfiques et de sauver leur monde du tumulte. L'histoire se poursuit avec une servante dans le château attaquée par une créature abyssale, et Sato la sauve. Il dit à la servante de se mettre à l'abri, et il pense qu'il a éliminé 3 monstres à ce jour, mais sa puissance s'est épuisée après quelques mouvements la dernière fois. Alabasté lui dit que c'est grâce au baiser de la princesse, et il explique que la source d'énergie de l'anneau est la puissance du lien entre eux. Il mentionne que c'est aussi le devoir de la princesse d'aider le roi de l'anneau lorsqu'il entre en bataille, mais cela restera tout de même difficile pour Sato de maintenir cette puissance longtemps. Il affirme que Sato ne devrait pas s'inquiéter car il va l'aider, et Sato demande à Alabasté s'il est vraiment fort, car les autres l'appelaient un grand sage. Alabasté mentionne que c'est le cas, et le chef des forces ennemies arrive alors. Il remarque l'anneau de lumière à la main de Sato, et Alabasté le reconnaît comme le chevalier du roi abyssal. Sato attaque naïvement le chevalier, mais le chevalier arrête Sato avec une attaque, et il casse son arme. Sato remarque qu'il est toujours en vie, et il se demande si la puissance de l'anneau l'a sauvé. Alabasté demande alors à Sato de s'enfuir, et il se dirige à l'intérieur du château, mais ils sont poursuivis par 2 créatures abyssales. En courant, Sato demande à Alabasté ce qu'était cette chose, car il n'a même pas pu s'en approcher, et Alabasté mentionne que c'était le chevalier du roi abyssal. C'est une terrifiante créature capable de commander une puissante magie. Sato se demande s'ils ne peuvent pas le combattre avec la puissance de l'anneau, et Alabasté lui demande de reporter cette conversation à plus tard, et il utilise sa magie pour arrêter les créatures abyssales qui les poursuivent. Ils essaient ensuite de s'enfuir à nouveau, mais ils remarquent que le chevalier du roi abyssal bloque leur chemin, et le prince rencontré plus tôt parvient à porter une attaque surprise contre le chevalier. Il mentionne qu'il a préparé un carrosse pour qu'il fuit, et Sato dit que Aimé est encore à l'intérieur du château. Le prince lui demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet, et il s'enfuit ensuite du château. Aimé est également dans le carrosse, et elle est heureuse de voir que Sato va bien. Le prince leur dit que les monstres ont également réussi à prendre la tour sud, donc il s'est chargé de sauver la princesse avant qu'elle ne soit en danger. Sato lui demande ensuite son nom, et il se présente comme Marmarugia Jizara, le 2e prince de l'Empire Jizara. Sato trouve son nom difficile à prononcer, et le prince dit que Sato peut l'appeler Mars. Sato demande ensuite à Alabasté si Nokanatika va bien, et Alabasté mentionne qu'en ce moment, le roi abyssal poursuit le roi de l'anneau et son anneau. Lorsqu'il découvrira qu'ils ont quitté le château, les monstres les chercheront, et il ne devrait y avoir aucune autre victime. Il affirme qu'il est presque impossible pour eux de vaincre le chevalier du roi abyssal sans la puissance de la lumière, et Sato pense qu'il doit être celui qui le vaincra. Alabasté explique qu'ils sont en fuite parce que la puissance de Sato en tant que roi de l'anneau est encore faible, et pour qu'il manifeste sa pleine puissance, il devra rassembler les 4 autres anneaux. Sato réalise qu'il doit épouser 4 autres filles, et Alabasté dit à Sato que sa prochaine mission est d'épouser les 4 autres princesses et de recevoir leurs anneaux. Sato déclare que la polygamie est incorrecte, et Alabasté lui dit que cela devrait être excitant, et il vivrait le plus grand rêve d'un homme. On voit ensuite Aimé essayer de faire semblant que cela ne la dérange pas, mais c'est le cas. La scène passe ensuite au groupe réservant une chambre dans une auberge, et il ne reste que 2 chambres. Alabasté mentionne qu'il va rester avec la princesse car ils ne peuvent pas la laisser seule, mais Aimé ne veut pas de ça, et le prince déclare qu'elle devrait partager une chambre avec son mari. La scène passe ensuite au groupe ayant une réunion, et Alabasté mentionne qu'il va informer Sato du véritable devoir du roi de l'anneau. Il mentionne qu'il y a longtemps, le roi abyssal avait l'intention de faire plier ce monde à son pouvoir sombre. Des hordes infinies de monstres attaquaient, apportant la tourmente aux gens, et de nombreux pays périssaient au milieu du destin imminent. Pour repousser cette obscurité, le roi de l'anneau a créé des anneaux imprégnés de son pouvoir magique, et chaque anneau commande un élément. Ce sont la lumière, le feu, l'eau, le vent et la terre, et le roi de l'anneau a utilisé leur pouvoir pour sceller le roi abyssal après une longue bataille approfondie. Ensuite, les 5 anneaux ont été remis à ces 5 femmes, et ramenés dans leurs 5 pays respectifs, et ils ont été transmis de génération en génération, devenant les 5 bagues de mariage qui prouvent le lien de la princesse avec le roi de l'anneau. Maintenant,
le roi abyssal a été ressuscité, et il essaie de retrouver son pouvoir. Le devoir du roi de l'anneau est de sceller le roi abyssal en utilisant les 5 anneaux, qu'il peut collecter en épousant les 5 princesses. La scène passe ensuite à Sato réfléchissant à cela dans sa chambre, et Aimé lui demande de ne pas trop réfléchir à cela car leur mariage est une mascarade. Le corps de Sato commence alors à lui faire mal, et il se demande s'il a été blessé lors du combat. Aimé s'inquiète pour lui, et elle lui demande d'enlever sa chemise. Sato le fait, et Aimé remarque plusieurs blessures sur son dos. Aimé pense que c'est de sa faute, car elle l'a choisi pour être le roi de l'anneau, et elle s'enfuit en pleurant. Sato sort alors pour la chercher, et il croise Mars. Il demande à Mars s'il a vu Aimé passer par ici, et Mars mentionne qu'elle vient de courir devant lui. Il déclare que le fait d'être le roi de l'anneau doit être un lourd fardeau, et Sato doit être submergé par cela. Sato mentionne que ce n'est pas le cas, et Mars déclare qu'il doit remercier Sato de l'avoir sauvé de son devoir en tant que roi de l'anneau. Il mentionne qu'Aimé doit signifier beaucoup pour lui, car il l'a suivi depuis son monde, et Sato essaie de le nier, mais Mars mentionne qu'il a laissé sa vie derrière lui à la recherche de l'amour, et il devrait en être fier, car faire quelque chose comme ça n'est pas facile. Mars s'excuse ensuite d'avoir pris autant de temps de Sato, et il lui dit que la princesse devrait être dans la cour. Sato court après elle, et Mars souhaite avoir du courage comme lui. Sato trouve ensuite Aimé et lui dit qu'il l'aime. Il déclare qu'il ne le pense pas en tant qu'ami, mais en tant que fille, et il est ici de sa propre décision. Il mentionne qu'elle ne devrait pas se blâmer pour leur situation, et Aimé déclare que Sato semble avoir pris sa décision. Elle mentionne qu'elle est toujours inquiète, et elle affirme qu'elle voulait oublier sa vie en tant que Aimé Nonoka, et accomplir son devoir en tant que princesse de la lumière. Pour le destin du monde, elle était prête à épouser un complet étranger et à faire des sacrifices encore plus grands, mais quand il l'a suivie dans ce monde, elle a perdu toute sa détermination car elle avait enfin la chance d'épouser la personne qu'elle aimait. Elle affirme qu'elle sait que son mari est le roi de l'anneau, qu'il se blesse au combat, et qu'il est également obligé d'épouser les autres princesses. Elle ne veut pas que l'homme qu'elle aime traverse tout cela, mais elle ne peut pas l'arrêter. Sato s'excuse pour cela, et Aimé mentionne qu'elle va cesser de s'inquiéter à ce sujet. Elle mentionne qu'elle va prendre sa décision, et elle déclare qu'elle veut être sa véritable femme et l'aider à accomplir son devoir en tant que roi de l'anneau. Elle demande à Sato s'il l'acceptera comme sa femme, et Sato accepte. La scène passe ensuite aux deux d'entre eux dans leur chambre, et l'atmosphère est un peu gênante à cause de ce qui vient de se passer. Ils se demandent ce qu'ils devraient faire maintenant, et Aimé déclare avec embarras qu'elle est prête à être la vraie femme de Sato maintenant. Sato la pousse alors, et il se demande s'il devrait aller jusqu'au bout. Il pense que cela ne semble pas juste, et il remarque que Aimé tremble. Il la laisse alors partir, et il lui dit qu'il ne devrait pas le faire comme ça. Il mentionne qu'il a attendu 10 ans pour ce moment, et il veut que leur première fois soit bien plus douce que ça. Il affirme que précipiter les choses n'est pas comme deux, et il mentionne qu'ils devraient prendre leur temps pour faire ce que font les couples mariés, et ils s'embrassent ensuite. Le lendemain, Alabasté leur demande s'ils ont bien dormi, et Aimé affirme que oui, mais elle pense qu'elle n'a pas pu dormir après tout ce qui s'est passé. Alabasté est déçu d'apprendre que rien ne s'est passé après avoir eu une si belle ambiance, et ils ne peuvent pas croire qu'Alabasté les regardait. Alabasté mentionne que c'est bien, car ils ont renforcé leur lien, et c'est la source des pouvoirs du roi de l'anneau. Mars arrive alors, et il donne à Sato et Aimé des manteaux, car leurs vêtements sont trop voyants pour ce monde. Alabasté leur dit ensuite qu'ils se dirigent maintenant vers le pays des elfes, et il mentionne que leur nation de connaissance est connue sous le nom de l'Onka du vent. Il affirme que l'anneau du vent est l'héritage des elfes, et il mentionne que les elfes sont une race de beauté, et il se demande si cela excite Sato. Aimé mentionne ensuite quelle est la véritable femme de Sato, et Sato déclare qu'il le sait. On voit ensuite la princesse elfe Alonka, et elle pense que le roi de l'anneau est dégoûtant. Ensuite, Alabasté mentionne qu'au fond de la vallée se trouve la patrie des elfes beaux et intelligents, et il y a longtemps, c'était autrefois un carrefour de connaissances du monde entier. C'était un endroit sacré, mais il y a 50 ans, l'Onka a été entouré par une barrière de bourrasque qui est apparue de nulle part, et on voit ensuite Sato et les autres près de la barrière. Alabasté mentionne que la barrière a arrêté l'invasion de diverses races, et maintenant cette nation n'est plus du tout ce qu'elle était. On découvre qu'Alabasté est venu ici une fois auparavant, et à ce moment-là, la barrière n'était pas là. Un animal sauvage comme un ours arrive alors, et il tente d'attaquer Sato et les autres. Le groupe s'enfuit, mais ils n'ont nulle part où aller à cause de la barrière. Sato entend alors une voix lui disant de venir ici, et lui et les autres entrent dans un arbre, et la barrière emporte l'ours.
Il rencontre ensuite les personnes dont Satao vient d'entendre la voix, et il se demande ce que font les humains ici. Satao remarque qu'ils sont des elfes, et Alabasté les remercie pour l'aide, et il essaie d'expliquer leur situation, mais Satao part leur de tour, et il mentionne qu'il est le roi de l'anneau, et il est là pour leur princesse. Aimé lui chuchote qu'il ne peut pas le dire comme ça, car toutes les nations avec des anneaux ne sont pas disposées à se joindre à leur cause, et les elfes mentionnent qu'ils les conduiront au palais, mais les choses ne se passeront probablement pas comme ils le souhaitent. Les elfes mentionnent qu'ils devront passer à travers les racines de cet arbre géant pour atteindre l'Onka, et ils mentionnent que ce chemin étroit est gênant, mais il empêche les grosses bêtes d'entrer dans la ville. Ils entrent ensuite dans la ville, et les elfes les conduisent à la salle du trône. Satao remarque que le trône est vide, et Aimé trouve la princesse derrière le trône. Elle pense que la princesse se méfie d'eux, et Satao se présente à elle en tant que roi de l'anneau d'un autre monde. La princesse déclare que Satao est marié, et elle se demande si cela signifie qu'il l'a fait. Aimé ne peut pas croire que c'est la première chose qu'elle leur demande, et elle essaie de répondre, mais la princesse elfe mentionne qu'elle parle d'un baiser. Satao affirme qu'il l'a fait, et Aimé pense alors qu'elle ne peut pas vaciller, et elle mentionne que le roi de l'anneau a déjà l'anneau de lumière, et elle demande à la princesse elfe de respecter la tradition et de lui donner son anneau pour vaincre le roi abyssal. La princesse elfe déclare que s'embrasser est trop indécent, et elle s'enfuit, et Satao est surpris de voir cela. Le prince de la nation, nommé Jade Lonka, arrive alors et mentionne que sa sœur est une recluse désespérée. Il déclare que ce ne sera pas facile de lui obtenir l'anneau, et Satao lui demande qui il est. Il se présente et mentionne que la princesse qui s'est enfuie est Néfrite Lonka, sa sœur. Il se demande si Satao est le nouveau roi de l'anneau dont les gens parlent, et Satao mentionne que c'est le cas. Entendant cela, Jade appelle ses gardes, et ils entourent Satao. Ils l'emmènent, et Jade mentionne qu'ils le garderont sous leur surveillance pour le moment. Il déclare que les autres seront traités en tant que dignitaires, et Jade enferme ensuite Satao dans une cellule de prison. Satao lui demande s'il a fait quelque chose de mal, et Jade lui dit que sa sœur Néfrite est une personne sensible. Satao mentionne qu'elle semblait un peu timide et agissait comme une enfant, et Jade dit en colère à Satao que ces normes ne s'appliquent pas à elle. Il mentionne que Néfrite est son ange, qu'elle est innocente et gentille. Malgré sa timidité, elle aime beaucoup son grand frère, et c'est une gentille petite fille. On découvre que Jade est obsédée par sa sœur, et il mentionne que, pour diverses raisons, elle n'a jamais mis les pieds à l'extérieur du palais royal. Elle n'est pas habituée à voir des étrangers, et elle est encore trop jeune pour le mariage, car elle n'a que 54 ans. Il mentionne qu'en tant que son frère aîné, c'est son devoir de la protéger et de la guider, et il déclare que Satao restera ici pour les 80 prochaines années. Il mentionne qu'à ce moment-là, Néfrite sera un peu plus mature, puis il s'en va. Par la suite, l'une des elfes demande à Jade s'il en est sûr, et Jade mentionne que cela n'a pas d'importance, car même le roi abyssal ne peut pas pénétrer la barrière de vent et atteindre leur pays. Il mentionne que leur priorité absolue est de protéger la source de cette barrière, qui est l'anneau du vent. Ensuite, on voit que cela fait 3 jours que Satao est enfermé, et il se demande s'il va pourrir ici. Une femme elfe s'approche de lui, et Satao se demande qui elle est. La femme lui demande de baisser la voix, et elle lui demande pourquoi il essaie de rassembler les 5 anneaux. Elle se demande s'il le fait pour le pouvoir ou pour épouser de belles princesses, et Satao mentionne qu'il veut juste rendre Aimé heureuse. Entendant cela, la femme déclare que Satao est bizarre de poser les yeux sur une seule femme même après avoir le pouvoir des anneaux, et elle déclare qu'elle admire cela. Elle demande ensuite à Satao de la suivre, et elle lui montre un passage secret. Satao se demande pourquoi elle l'aide, et la femme déclare qu'elle est quelqu'un qui protège l'avenir de cette nation. Le roi de l'anneau est le seul à avoir le pouvoir de lutter contre le roi abyssal, mais Jade l'a enfermé malgré le savoir, car il veut maintenir la barrière. Elle mentionne que la barrière est une cage qui retient leur peuple ici, et elle conduit ensuite Satao à l'endroit où est conservé l'anneau du vent. Satao remarque l'anneau dans les mains des statues de la pièce, et il se demande pourquoi l'anneau est ici et pas avec la princesse. Quelque chose se dirige ensuite vers la pièce, et la femme se cache avec Satao. Satao se demande ce que c'est, et il découvre que c'est la princesse. Néfrite prie alors les statues, les appelant maman et papa, et elle leur dit que le roi de l'anneau est venu du monde extérieur. Il va prendre l'anneau, mais elle ne se laissera pas emmener dans le monde extérieur. Elle déclare qu'elle fera comme sa mère lui a dit, et elle leur demande de continuer à défendre la paix de cette nation. Voyant cela, Satao se demande si elle prie toujours ces statues, et la femme lui dit que ce ne sont pas des statues. Ce sont 2 gardiens pathétiques dont le cœur est mort, et leurs corps sont transformés en pierre,
mais il continue à générer la barrière avec le pouvoir de l'anneau. Ce sont l'ancien roi elfique et sa reine, et Sato pousse un cri de surprise. Nefrite entend cela, et Sato essaie de faire semblant que c'était juste un oiseau, mais la princesse est sûre que quelqu'un est là dehors, et elle leur demande de sortir. Sato se révèle, et en le voyant, la princesse crie et s'évanouit. Sato l'empêche de tomber, et entendant son cri, un soldat se dirige là-bas. La femme et Sato partent avec Nefrite avant que le soldat n'arrive, et Sato leur demande où ils vont, et la femme demande à Sato de se détendre, car elle est une aînée, et elle connaît la disposition de cet endroit comme le fond de sa main. La scène passe ensuite à Jade découvrant que Nefrite a disparu, et il demande à tout le monde dans le palais s'ils ont vu sa sœur. On voit ensuite Sato et Nefrite dans une chambre, et Sato se souvient que l'aîné elfique lui a dit qu'elle connaissait la princesse depuis sa naissance. Elle peut être une recluse, mais elle est résiliente, et cela ne devrait pas être trop pour elle. Elle a demandé au roi de l'anneau de remplir sa mission et de gagner son anneau, et elle les a laissés seuls. Nefrite se réveille alors, et elle est surprise de voir le roi de l'anneau. Sato lui demande de se calmer en lui disant qu'il ne lui fera pas de mal, mais Nefrite vomit sur Sato. Pendant ce temps, Jade découvre que Sato n'est pas dans sa cellule, et il suppose que c'est lui qui a emmené Nefrite. L'aîné lui dit qu'il a raison, et elle mentionne que le roi de l'anneau et la princesse ont fui. Jade est déconcerté d'entendre cela, et il mentionne que Nefrite a trop peur de s'enfuir avec des étrangers, mais l'aîné lui dit de faire face à la vérité. Elle mentionne que Nefrite ne lui dira jamais qu'elle l'aime à partir de maintenant, et Jade est terrifiée d'entendre cela. L'aîné mentionne ensuite que Jade doit se calmer, et elle lui dit que c'est le destin de la princesse d'hériter de l'anneau du vent. Ses actions ne sont pas dans l'intérêt de Nefrite, et Jade déclare que ses parents ont toujours l'anneau, et leur nation est protégée par leurs barrières. Nefrite n'a pas besoin d'hériter de l'anneau, et il mentionne qu'il va fouiller la résidence de l'aîné. Pendant ce temps, dans la résidence de l'aîné, Sato a lavé les vêtements de la princesse et les siens. La princesse s'excuse de lui avoir fait laver ses vêtements. Sato déclare que c'est bon, car il devait laver les siens de toute façon. La princesse est terrifiée d'avoir vomi devant le roi de l'anneau. Sato se demande s'il est vraiment aussi effrayant, et Nefrite déclare que c'est le cas. Elle mentionne qu'elle a grandi à l'intérieur du palais et qu'elle a toujours eu peur des étrangers. On lui a dit que Sato venait d'un autre pays qui n'était pas de ce monde, et Sato mentionne qu'il vient d'un autre monde mais qu'il n'est pas spécial. Les gens de ce monde ne sont pas différents de lui, et la princesse se demande à quoi ressemblait le monde de Sato. Elle lui demande si c'était un endroit effrayant rempli de monstres, et Sato lui dit qu'il n'y a pas de monstres dans son monde. Il déclare que c'est plutôt paisible, et Nefrite se demande avec enthousiasme s'il y a des elfes dans son monde. Sato déclare qu'il n'y en a pas, et il lui demande si elle s'intéresse à son monde. Il mentionne qu'il pensait qu'elle détesterait ce genre de choses, car on lui a dit qu'elle était une recluse, et Nefrite est triste d'entendre cela. Sato se demande s'il a été trop impoli, et Nefrite mentionne que ce n'est pas grave, car tout le monde dit cela à son sujet, mais elle est toujours intéressée par le monde extérieur. Cependant, elle a peur de connaître la vérité. Elle a lu des livres sur le monde extérieur qu'elle a obtenu de l'aîné, et elle imagine souvent à quoi pourrait ressembler la vue là-bas. Penser simplement à cela la rend heureuse, et elle a l'impression qu'elle peut aller n'importe où, mais elle n'a jamais quitté cet endroit. Elle mentionne qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire, et Sato lui dit qu'ils se ressemblent beaucoup. Il déclare qu'il n'est pas venu ici parce qu'il possédait des pouvoirs spéciaux. Il est venu ici seulement pour être avec la fille qu'il aime, et il dit à Nefrite que même si les choses peuvent être difficiles, tant qu'ils essaient, ils peuvent trouver une solution. Nefrite mentionne ensuite avec enthousiasme qu'elle aimerait vivre dans le monde de Sato un jour, et elle lui demande s'il l'Y emmènera. Sato déclare qu'il le fera, mais il lui demande de se couvrir d'abord. Entendant cela, Nefrite devient embarrassée, et Sato se demande pourquoi elle n'a pas quitté cet endroit si elle est si curieuse du monde extérieur. Nefrite essaie de lui dire pourquoi, mais son frère et les autres arrivent, et Jade lui demande de sortir, car il sait qu'elle est à l'intérieur. Sato dit ensuite à Nefrite qu'il n'est devenu roi de l'anneau que parce qu'il voulait être avec Aimé, et maintenant c'est sa mission de collecter les anneaux. Cependant, il n'a aucune intention de forcer Nefrite à l'épouser, et il lui demande de décider ce qu'elle veut faire. Nefrite mentionne qu'elle fera de son mieux, et elle déclare qu'elle est sûre que son frère comprendra. Ils sortent alors, et Jade demande à Nefrite de rester éloignée du roi de l'anneau. Nefrite se cache derrière Sato et Aimé est surprise de voir cela. Nefrite sort alors, et elle mentionne que le roi de l'anneau n'est pas celui que Jade pense qu'il est. Jade lui dit que le roi de l'anneau l'a trompé,
et il mentionne que leur nation sera protégée tant que leurs parents auront l'anneau. Néphrit déclare que cela ne changera pas le fait qu'elle devra hériter de l'anneau un jour, et elle ne peut pas se cacher sous la protection de son frère éternellement. Jade se met alors en colère contre elle, et il lui demande si elle va trahir leurs parents. Entendant cela, Néphrit cesse de résister, et elle se dirige vers Jade. Jade mentionne ensuite que le roi de l'anneau non seulement s'est échappé de sa cellule mais a aussi enlevé leur princesse, et il devrait se préparer à ce qui va suivre. L'aîné arrive alors, et elle mentionne que tout est de sa faute. Jade mentionne que l'aîné a dépassé les bornes cette fois-ci, et l'aîné déclare qu'elle va garder un œil sur le roi de l'anneau pour le moment, et Jade est d'accord, mais il mentionne que Sato n'est pas autorisé à revoir Néphrit. La scène passe ensuite à Sato parlant avec Aimée, et elle lui demande s'il est blessé. Sato lui dit que tout va bien, et Aimée mentionne que Sato semble s'être rapproché de Néphrit. Sato se demande s'il est jaloux, et Aimée se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Sato déclare que non, et l'aîné arrive. Elle salue la princesse de la lumière, et elle se présente comme Perido, la plus ancienne elfe à Lonka. Aimée se présente également, et Sato demande à l'aîné si Néphrit est devenu ainsi à cause de ses parents. Perido explique ensuite pourquoi Lonka est entourée d'une barrière et pourquoi la princesse agit ainsi. Elle mentionne qu'autrefois, la mère de Néphrit n'était pas la première dans la lignée pour hériter du trône, elle avait une sœur aînée. Pour éviter que des étrangers n'aient l'anneau, il y avait une coutume pour les princesses elfiques de choisir leur mari parmi leur peuple, mais la sœur aînée tomba amoureuse d'un voyageur. C'était un humain, et cela mit les elfes dans la confusion. Ils ne voulaient pas que le voyageur parte avec l'anneau du vent, et ils pensaient que le voyageur pourrait s'approcher de la princesse pour mettre la main sur l'anneau. Bientôt, des rumeurs à ce sujet ont commencé à circuler, et la paranoïa est devenue une croyance. L'amour de la princesse pour le voyageur grandissait toujours malgré tout cela, mais un jour, le voyageur quitta la princesse. Personne ne sait si leur peuple l'a banni pour protéger l'anneau, ou s'il a été tué, et Sato ne peut pas croire que les gens iraient aussi loin pour les anneaux. Alabasté arrive alors, et il mentionne que les anneaux ont été un symbole de pouvoir depuis l'âge mythique. Cela sert de déclaration symbolique de la justification de l'existence d'une nation, et Mars mentionne qu'ils sont éblouissants pour les pays qui n'ont pas d'anneaux. Perido continue ensuite l'histoire, et elle mentionne qu'après avoir découvert que son amant était parti, la princesse a quitté le pays, mais avant de partir, elle a lancé une malédiction sur lui. Elle a mentionné que Lonka serait consumé par l'abîme, et l'héritage de l'anneau serait rompu. Perido déclare que les malédictions sont un fardeau lourd pour les elfes, car ils ont une longue vie. Elle mentionne qu'en raison de cette malédiction, leur peuple a vécu dans la peur, et avec le temps, la peur a plané sur de plus en plus de personnes, y compris la famille royale. Les parents de Néphrit ont ensuite hérité de l'anneau à la place de la sœur aînée, et en raison de la crainte de la malédiction, ils ont utilisé le pouvoir de l'anneau pour entourer Lonka d'une barrière de vent. Cela s'est fait au prix de les transformer en pierre, et avant de se transformer en pierre, ils ont fait un marché avec Néphrit, et ils lui ont interdit de quitter la barrière. C'est ainsi que cette nation a été emprisonnée, et Néphrit croit qu'elle doit risquer sa vie pour remplir la promesse qu'elle a faite. Nous voyons ensuite Néphrit se remémorer la promesse qu'elle a faite avec sa mère, et elle se souvient que sa mère lui a demandé de ne pas quitter cette nation. Elle a mentionné qu'elle la protégerait jusqu'au bon moment, et elle lui a dit au revoir, et Néphrit pleure en se souvenant de cela. La scène coupe alors à Alabasté disant à Sato qu'il renonce à l'anneau du vent. Il mentionne qu'en tergiversant ici, l'armée du roi de l'abîme approche probablement, donc ils ne peuvent pas rester ici éternellement. Il déclare qu'ils n'abandonnent pas cet anneau, et ils reviendront plus tard, mais leur priorité est de collecter autant d'anneaux que possible. Il mentionne qu'en ce moment, Sato n'est pas de taille contre le chevalier du roi de l'abîme, et Sato réalise d'où vient Alabasté, mais il hésite à l'écouter, et Aimée lui demande s'il s'inquiète pour Néphrit. Sato déclare que oui, et il mentionne qu'il a l'impression d'avoir perturbé sa vie paisible. Jade les remarque ensuite partir, et il pense que c'est bien, car l'histoire du roi de l'anneau est un mythe, dont la réalité ne peut même pas être garantie par les elfes apparemment immortels. Il déclare que son devoir est de protéger les habitants de cette ville, et quelqu'un l'informe alors que des créatures abyssales ont percé la barrière de vent. Un monstre puissant a déchiré un trou dedans, et envoie des monstres à l'intérieur. Jade est surpris d'apprendre que la barrière faite par ses parents a été brisée, et il découvre qu'il y a plus de monstres qui attendent à l'extérieur de la barrière pour attaquer. Nous voyons ensuite Sato et les autres essayer de quitter la ville, mais ils remarquent les créatures abyssales entrant dans la ville, et ils font demi-tour pour protéger l'anneau. Aimée embrasse Sato pour le renforcer, et nous voyons que les créatures abyssales sèment le chaos dans la ville.
L'aînée informe alors Néphrit que les créatures abyssales ont franchi la barrière, et elle lui demande si elle va rester là. Néphrit mentionne que son frère s'occupera de tout, et elle déclare qu'elle a promis à sa mère de rester ici et de rester discrète. L'aînée lui dit de rester ici si c'est ce qu'elle veut, mais elle mentionne qu'une elfe qui a tué ses désirs de cœur n'est pas vraiment en vie. Ensuite, nous voyons le chevalier du roi de l'abîme essayant de voler l'anneau du vent, mais elle est arrêtée par Jade qui anticipait son mouvement. Il mentionne qu'il savait que le chevalier du roi de l'abîme essaierait de voler l'anneau du vent pour lever la barrière et laisser entrer son armée dans la ville, et il attaque le chevalier. Le chevalier le repousse facilement avec sa magie, et voyant sa puissance, Jade réalise qu'elle doit être le chevalier qui a attaqué Nokanatika. Il mentionne qu'il ne peut pas se permettre de reculer, car il doit protéger l'héritage de ses parents, et le chevalier tente de l'attaquer avec le vent, mais Alabasté sauve Jade en utilisant un sort. Jade se demande ce que le roi de l'anneau fait ici, et Sato déclare qu'il n'est pas sûr de sauver Jade, mais c'est le chez-soi de Néphrit. Il mentionne qu'aujourd'hui, il va vaincre le chevalier, car il a reçu beaucoup de puissance de sa femme, et il essaie de l'attaquer, mais elle le repousse. Jade lui dit alors qu'elle peut annuler toutes les attaques magiques, et il n'a aucune chance de gagner contre elle. Aimé prend soin de lui, et elle mentionne que Sato en est conscient, mais il veut toujours les protéger. Jade se relève, et il déclare qu'il a également juré de protéger sa sœur, et il mentionne qu'il va la libérer du destin des anneaux. Nous voyons que Sato ne peut toujours pas s'approcher du chevalier, et Alabasté pense que c'est pire que ce qu'il attendait. Sato pense qu'il devrait être plus fort que cela, et Aimé se demande si c'est parce qu'elle a hésité lors de leur baiser plus tôt. Elle a fait cela parce qu'elle était jalouse de Néphrit, et elle pense qu'elle ne peut pas aider Sato seule. Elle va ensuite vers Néphrit, et l'aîné la remarque. Pendant ce temps, Alabasté dit à Sato qu'il devrait battre en retraite, mais Sato mentionne qu'il ne peut pas, car cette chose est après l'anneau du vent, et l'aîné vient là. Elle informe Sato que la princesse de la lumière est partie chercher Néphrit, et Sato se demande pourquoi elle ferait cela. Perido lui dit qu'elle le fait pour lui, et elle mentionne que Sato a une femme incroyable. Elle rejoint les autres pour gagner du temps, et nous voyons ensuite Aimé demander à Néphrit d'épouser Sato. Aimé lui dit que ses parents sont morts en protégeant l'anneau, donc elle sait que cela doit être un lourd fardeau pour elle de sauvegarder et d'hériter de l'anneau. Elle mentionne qu'elle se trouve inutile car elle ne peut rien faire sauf être protégée par les autres, et Néphrit lui dit que ses parents sont morts pour créer la barrière de vent, donc elle ne devrait pas hériter de l'anneau, et elle ne peut pas trahir leur sacrifice. Elle déclare qu'elles ne sont pas pareilles, et Aimé mentionne qu'elle a raison à ce sujet, mais elle est la seule qui peut sauver tout le monde maintenant. Elle n'est pas impuissante contrairement à elle, et elle déclare que son frère et l'aîné combattent actuellement le chevalier du roi de l'abîme même s'ils n'ont aucune chance contre elle parce que c'est la responsabilité des porteurs de l'anneau. Elle lui dit que Sato risque sa vie pour défendre son chez-soi, et il peut ne pas en avoir l'air, mais c'est une personne vraiment réfléchie. Il n'abandonnera pas jusqu'au bout, et il y a une possibilité qu'il puisse être tué, mais elle ne peut toujours rien faire pour lui. Elle déteste cela, mais elle ne peut rien faire seule, et elle demande à Néphrit d'épouser Sato et de le sauver. Néphrit ouvre ensuite la porte de sa chambre, et elle se demande si elle peut vraiment faire la différence. La scène coupe ensuite à Sato et aux autres combattants le chevalier, et Aimé et Néphrit viennent avec un marteau. Jade demande à Néphrit ce qu'elle fait ici, et Néphrit mentionne qu'il peut lui dire ce qu'il veut plus tard. Les deux princesses cassent ensuite les statues du roi et de la reine elfique, et cela désactive la barrière entourant Lonka. Néphrit donne alors l'anneau du vent à Sato et l'embrasse. Jade pense qu'avec la barrière, ils vont être attaqués par une horde de créatures abyssales, et Néphrit lui demande de ne pas s'inquiéter, et Sato utilise le pouvoir des anneaux pour émettre une lumière qui élimine tous les monstres à l'intérieur de Lonka. Cela affaiblit également le chevalier du roi de l'abîme, mais ne l'élimine pas. Sato tente ensuite de vaincre le chevalier, mais elle repousse son attaque avec le vent qu'il commande grâce à l'anneau du vent. Il détruit ensuite son masque, et il s'évanouit. La scène coupe ensuite à lui se réveillant, et il remarque que Néphrit et Aimé sont avec lui. L'aînée vient alors là, et elle est contente de voir que Sato est réveillé. Elle mentionne qu'il a montré une belle démonstration des pouvoirs de l'anneau, et une femme elfique le remercie pour avoir sauvé la nation de Lonka de l'armée du roi de l'abîme. Sato lui demande qui elle est, et Alabasté lui dit que c'est la sœur aînée de Feu la reine de Lonka. Elle s'appelle Sumaragdi, et Aimé mentionne qu'elle pensait qu'elle avait quitté le pays après avoir perdu son amant à l'anneau. Sato se demande pourquoi elle est ici, et l'aînée révèle qu'elle est celle qui était derrière le masque du chevalier du roi de l'abîme. Sato est surpris d'entendre cela, et l'aîné lui montre un anneau noir du vent.
Elle mentionne que cette chose a pris le contrôle de son esprit, mais maintenant elle est inutile. Sumaragdi déclare qu'elle a maudit son destin avec l'anneau du vent et le monde qui l'a forcé à accepter la réalité, et ses pensées impures ont donné une ouverture au roi de l'abîme. Nous voyons que le roi de l'abîme a tenté de la libérer de sa souffrance et de sa douleur, et il lui a dit de choisir l'anneau noir. Sato ne peut pas croire que le roi de l'abîme irait si loin, et l'aîné mentionne qu'après la bataille avec le roi de l'anneau, le roi de l'abîme a perdu sa forme physique. Son âme a été scellée loin au nord, à un endroit appelé Varna, mais c'est tout ce qu'ils savent. Alabasté mentionne qu'en l'absence de sa forme physique, les familiers du roi de l'abîme n'ont jamais cessé d'attaquer les humains, et étant donné qu'il a le pouvoir de créer des anneaux noirs pour ses chevaliers, la menace est maintenant plus évidente. Sato pense alors qu'il doit collecter tous les anneaux le plus rapidement possible, et il essaie de se lever, mais il est toujours trop faible à cause de l'utilisation excessive du pouvoir des anneaux. L'aîné lui dit qu'en temps normal, utiliser autant de pouvoir de l'anneau le tuerait, mais son lien avec la princesse l'a protégé. Elle déclare qu'il devrait les remercier, et Sato se souvient qu'il est maintenant marié à Nefrit aussi. Nefrit déclare ensuite qu'il y a une source de guérison dans le palais, et elle mentionne qu'elle emmènera Sato là-bas pour qu'il guérisse. La scène coupe ensuite à Sato dans la source avec les princesses, et ils se demandent pourquoi ils prennent un bain ensemble. Nefrit déclare qu'elle sait que Sato et Aimé s'aiment profondément l'un l'autre, et elle mentionne qu'elle aimerait que Aimé la guide dans cette relation, car elle est devenue la femme de Sato en premier. Aimé déclare qu'elle aime vraiment Sato, et elle se vante d'avoir embrassé de nombreuses fois. Elle exagère et mentionne qu'ils ont aussi fait ce que les couples font la nuit, et ils le font chaque nuit. L'aîné vient alors là, et elle lui demande de leur montrer comment ils ont cultivé leur amour jusqu'à présent. Elle mentionne qu'elle-même a eu de nombreuses expériences intimes avec des humains de ce monde, mais malgré les apparences similaires, les techniques d'un autre mondeur pourraient être différentes. Elle mentionne que c'est la chance parfaite pour elle d'observer tout le processus, et Aimé accepte de leur montrer comment cela se fait. Elle monte sur Sato, et elle mentionne que c'est la chance parfaite pour eux de le faire, mais Sato l'arrête, et il mentionne qu'il ne va pas laisser l'ambiance de cet endroit le dominer. La scène coupe ensuite à Sumaragdi demandant au grand sage s'il sait quelque chose sur l'humain qu'elle a rencontré il y a 50 ans, et elle se demande s'il a été tué. Le grand sage lui montre un pendentif, et elle mentionne que c'était son cadeau pour lui, et elle se demande pourquoi il l'a. Le grand sage déclare qu'il connaît cet humain depuis des siècles, et il a dit une fois qu'il ne pouvait pas permettre que la femme qu'il aime soit étrangère à son peuple à cause de lui. Il vit maintenant une vie paisible dans une contrée lointaine, et il a toujours voulu qu'elle soit heureuse. Il mentionne qu'il est content d'avoir pu lui transmettre ses pensées, et il lui remet le pendentif. Ensuite, nous voyons Nefrit dire au revoir à ses parents devant leur tombe, et elle leur dit qu'elle va bien maintenant. Elle déclare qu'elle a trouvé un but, et Jade vient là. Il lui demande si elle part, et Nefrit déclare que oui. Jade mentionne qu'elle est devenue forte, et elle rejoint ensuite Sato et les autres. Sato lui demande si elle est sûre de cela, et elle mentionne que oui, et elle déclare que c'est le devoir de la princesse des anneaux d'assister le roi des anneaux. Elle mentionne qu'elle veut aussi voir le monde extérieur, et Sato lui a promis de l'emmener dans son monde un jour. Aimé lui demande quand il a dit cela, et leur groupe continue leur chemin. La scène coupe ensuite à Sumaragdi demandant à Perido si la princesse des anneaux va trouver le bonheur, et nous découvrons que Perido est en fait l'une des premières princesses des anneaux. Perido mentionne que toutes les princesses des anneaux qu'elle a rencontrées jusqu'à présent n'ont jamais eu une fin heureuse, et cela inclut la première princesse. Le nouveau roi des anneaux est un peu timide, et cette qualité chez lui pourrait changer les choses dans une meilleure direction. Sumaragdi entend ensuite des gens parler du groupe du roi des anneaux, et en les écoutant, elle découvre que le grand sage s'appelle Alabasté. Elle pense que c'était le nom de son amant, et nous découvrons qu'Alabasté était l'humain dont elle était tombée amoureuse. La scène coupe ensuite sur Aimé faisant un rêve où elle est mariée à Sato, et dans le rêve, Sato essaie de s'occuper d'elle, mais les choses prennent une tournure étrange, et elle remarque qu'à la place d'elle, c'est Nefrit qui est dans le lit. Elle se demande ce qui se passe et pense que c'est censé être elle à la place de Nefrit. Aimé se réveille alors, et elle est soulagée que ce n'était qu'un rêve. Elle rejoint les autres et remarque que Sato sert le dîner à Nefrit. Sato remarque que Aimé est réveillé et lui dit que le dîner est prêt. Mars demande ensuite à Alabasté vers quel royaume ils se dirigeront ensuite, et Alabasté mentionne qu'ils se dirigeront maintenant vers le royaume de l'eau. Mars mentionne qu'il a toujours voulu visiter cet endroit, et Nefrit se brûle la langue à cause de la nourriture chaude. Sato s'inquiète pour elle, et Aimé pense que dernièrement, Sato passe beaucoup de temps avec Nefrit. Elle demande ensuite à Sato où est son dîner,
et Satao lui demande de se servir elle-même. Cela rend Aimée en colère, et elle mentionne qu'il ne devrait pas aller si loin. Elle est embarrassée et essaie de s'enfuir. Satao l'arrête, et il voit quelque chose s'approcher d'eux. Satao se demande ce que c'est, et Alabasté mentionne que c'est leur jour de chance. Il explique que c'est le royaume du feu, appelé Nedakita. Il mentionne que c'est le gigantesque pays mobile des chevaliers félins folk. Satao ne peut pas croire que c'est un pays. Alabasté mentionne qu'il se demandait où trouver ce pays, et il déclare qu'ils ne peuvent pas manquer cette opportunité. Il mentionne qu'ils devraient aller voir la princesse et obtenir l'anneau du feu, et ils pourront se rendre au royaume de l'eau plus tard. Mars est déçu d'entendre cela, et Satao se demande si Mars a quelqu'un d'important dans le royaume de l'eau, et si c'est pourquoi il est si impatient de s'y rendre. Il demande ensuite à Alabasté comment ils vont entrer dans le pays, et Alabasté crie au pays de les emmener. Quelqu'un abaisse une échelle après avoir entendu cela, et Alabasté mentionne qu'il est temps de monter. Néphrit a peur de voir à quelle hauteur va l'échelle, et Satao lui demande de se ressaisir. Aimée mentionne ensuite que Satao n'a pas à s'inquiéter car elle s'occupera de Néphrit, et la scène les montre monter les escaliers. Ils parviennent tous à monter à bord du pays en toute sécurité, et ils remarquent que l'intérieur ressemble à un marché. Aimée se demande où est l'ordre des chevaliers, et Néphrit mentionne que Nedakita est l'ordre des chevaliers de feu des félins forts. Les marchands viennent à eux pour chercher protection, et cela en a fait une caravane massive. Elle pense que c'est exactement comme c'était écrit dans le livre, et Alabasté déclare que Néphrit est très compétente. Il mentionne que les félins ont perdu leur terre à l'époque du premier roi des anneaux, et ils ont fini par construire une ville sur des plateformes mobiles, devenant lentement une tribu nomade offrant des services armés. Il mentionne qu'il est plus approprié de les appeler des mercenaires, et l'ordre autrefois le plus fort des chevaliers est maintenant devenu la caravane de voyage la plus sûre. Alabasté déclare qu'il devrait demander aux gens de les conduire à la princesse des anneaux de feu, mais il remarque que les deux princesses sont parties. Nous voyons ensuite Néphrit consulter des livres sur le marché, et elle pense que cet endroit est un trésor. Elle remarque également des Imaunia, et elle essaie de les montrer à Satao, mais elle remarque qu'il n'est pas là. Aimée lui dit qu'ils ont peut-être été séparés, et Néphrit a peur d'être entourée de tant de personnes inconnues et elle vomit. Elle s'excuse de causer des problèmes à Aimée, et Aimée dit qu'elle n'y prête pas attention. Elle remarque ensuite quelques félins folk, et elle pense que ses oreilles de chat sont vraiment mignonnes. Néphrit lui dit qu'elles ne sont pas mignonnes du tout, car le sang de guerriers antiques coule dans leurs veines, et ce sont une tribu de sauvages qui ont servi le roi des anneaux avec violence. Elle mentionne que les oreilles elfiques sont bien plus mignonnes de toute façon, et les félins leur demandent s'ils sont perdus. Aimée mentionne qu'ils se sont séparés de leurs amis, et ils lui disent d'aller à l'arène, car c'est le point de repère le plus remarquable ici. Aimée les remercie, et Néphrit pense qu'ils sont différents de ce que disait le livre. Pendant ce temps, nous voyons que Satao s'inquiète pour ses femmes, et Alabasté lui demande de se calmer. Il mentionne que Nedakita est un endroit très sûr, et pour l'instant, il devrait se rendre à la princesse des anneaux de feu. Satao mentionne qu'il est vraiment inquiet, et il déclare que tout le monde les fixe. Il se demande s'ils sont vraiment en sécurité ici, et Mars lui dit que les félins folk respectent les forts. Satao pense que cela doit être à cause de l'aura imposante qu'il dégage, mais nous voyons que les filles chats sont plus intéressées par Mars. Elle mentionne que Mars doit être un fort épéiste, et elle lui demande de les rejoindre pour prendre un thé. Mars déclare que Satao est même plus fort que lui, mais les filles pensent qu'il doit plaisanter car Satao a à peine de muscles. Mars dit ensuite aux filles qu'ils sont là pour avoir une audience avec la princesse, et il leur demande si elles savent où elle est. Les filles sont déçues de voir qu'il est un autre admirateur de la princesse, et elles mentionnent qu'il est probablement venu ici pour la session de jumelage. La scène coupe ensuite sur Aimée et Néphrit devant la reine, et elles mangent des crêpes. Elles aiment toutes les deux le goût, et Aimée remarque que Néphrit a une tache sur le visage, et elle la nettoie pour elle. Néphrit dit qu'Aimée agit comme Satao, et elle mentionne que les deux sont gentils. Elle mentionne que voyager avec eux lui donne l'impression que ses parents veillent sur elle, et Aimée déclare qu'elle ne peut pas être comme sa mère, car Néphrit est plus âgée qu'elle. Néphrit mentionne ensuite qu'elle voulait s'excuser auprès d'Aimée, car Satao s'occupe d'elle avec une telle attention ces derniers temps, et Aimée déclare que cela ne la dérange pas du tout. Elle mentionne que Néphrit est une princesse délicate qui a été protégée si longtemps, et elle sait que Satao aime s'occuper des gens. Néphrit déclare qu'elle sait que cela rend toujours Aimée jalouse, et Aimée accepte cela. Néphrit mentionne qu'elle ressent cela parce qu'elle aime profondément Satao, mais elle-même ne peut le regarder qu'avec admiration, car ses sentiments pour lui ne sont pas aussi forts que ceux d'Aimée. Elle se demande si quelqu'un comme elle est même capable de remplir son devoir en tant qu'épouse du roi des anneaux,
et elle remarque ensuite un homme battu sortir de l'arène. Sato et les autres viennent également à l'arène, et ils retrouvent les princesses. Aimee dit à Sato que quelque chose ne va pas ici, car elle vient de voir un homme se faire battre, et certaines filles les invitent ensuite à avoir une session de jumelage avec la princesse. Ils entrent tous dans l'arène, et ils remarquent la princesse des félins se battre contre quelqu'un. Elle le bête facilement et remarque que le roi des anneaux est là. Elle dit à Sato que pour devenir son mari, il doit être plus fort qu'elle, et elle l'attaque. Sato ne peut rien faire contre elle, et elle le met à terre. La princesse des félins mentionne alors que c'est une déception, et elle déclare qu'elle était excitée à l'idée de combattre le roi des anneaux, mais il est trop faible. Elle déclare qu'il devrait venir la voir s'il veut une revanche, et elle s'en va, car de nombreuses personnes attendent d'avoir une session de jumelage avec elle. La scène passe ensuite à Sato ayant une séance d'entraînement avec Mars, mais il ne peut même pas lui asséner un seul coup. C'est alors l'heure du dîner, et ils font une pause. Le chef dit à Sato que seuls les guerriers forts peuvent espérer épouser la princesse des anneaux de feu, et en ce moment, ils sont dans une situation où personne dans ce pays ne peut la battre. C'est pourquoi ils ont invité des hommes de différentes races à participer à des matchs avec elle, et ils mentionnent que leur princesse Granar Nedakita est la princesse féline la plus forte de cette génération. Sato se demande s'il peut la battre, et Alabasté mentionne que compte tenu de son talent avec l'épée, il n'aurait aucune chance, mais il pourrait peut-être la vaincre s'il utilise le pouvoir des anneaux. Sato pense que l'utilisation de la magie semble être de la triche, et le chef mentionne que la magie est le muscle d'un mage au combat, et elle est également considérée comme une force. Beaucoup de mages participent également au match, mais jusqu'à présent, ils ont tous été battus. Il déclare que Sato devrait bien manger pour l'instant, car il ne peut pas gagner avec l'estomac vide, et Sato mange. La scène coupe ensuite sur lui regardant Granar avoir une autre session de jumelage, et elle bat son adversaire en un seul coup. Ensuite, nous voyons Sato assis seul, et Aimee vient. Elle lui demande si son entraînement est terminé, et Sato mentionne qu'il est en pause pour le moment, et après cela, Alabasté lui donnera un peu d'entraînement magique. Aimee laisse ensuite Sato se coucher sur ses genoux, et elle mentionne que c'est sa récompense pour tout son dur labeur. Elle se demande si Sato se sent mieux maintenant, et Sato déclare qu'il se sent bien, et il mentionne qu'il peut relever n'importe quel défi si elle l'encourage de cette façon. Néphryte remarque ensuite cela, et elle se cache. Après, Aimee dit à Sato que c'est bien s'il est faible, mais Sato lui dit qu'il ne peut pas être faible. Aimee mentionne que Sato va épouser 5 princesses et recueillir leurs anneaux, et il peut simplement utiliser le pouvoir des anneaux pour combattre. Elle mentionne que le pouvoir des anneaux dépend de leur lien, et elle veillera à remplir son devoir. Elle déclare qu'il n'a pas besoin de se forcer à être plus fort, et Sato mentionne que cela ne ferait que le rendre inutile. Aimee lui demande de simplement maintenir son apparence légèrement inutile, et ensuite Alabasté vient pour l'entraînement de Sato. Après l'entraînement, Sato va au bain avec Mars, et Mars mentionne que Sato s'est bien débrouillé aujourd'hui. Sato déclare qu'il a été surpris de découvrir à quel point Mars est doué pour les arts martiaux, car il ne pensait pas que Mars était quelqu'un qui aimait se battre. Mars explique qu'en tant que membre de la famille royale, il doit être combattant et érudit, et il déclare que son père et son frère sont encore plus impressionnants que lui. Sato lui demande ensuite s'il pense qu'il aurait une chance de battre Granar s'il avait le pouvoir des anneaux, et Mars mentionne qu'il perdrait probablement en termes de combat à l'épée. Une fille leur demande ensuite s'ils aimeraient un peu de gommage, et Sato accepte son offre, mais au lieu de la fille, un gars musclé frotte le dos de Sato. Ensuite, Granar arrive, et elle mentionne que la plupart de la fatigue de Sato doit être partie maintenant. Elle lui demande ensuite de lui frotter le dos, et Sato lui demande si elle est sûre, car il est un homme. Granar mentionne que cela n'a pas d'importance, et elle déclare que Sato a perdu dans un combat contre elle, donc c'est seulement juste qu'il fasse quelque chose pour elle. Sato la frotte ensuite, et il remarque que sous sa peau lisse se trouvent des muscles rigoureux. Granar lui dit qu'elle est fatiguée des matchs d'aujourd'hui, et elle mentionne que tous les hommes qui l'ont défiée étaient des gars ennuyeux trop désireux de prouver leur valeur. Elle pense qu'elle en a marre de tout cela, et c'est à ce moment que Sato est arrivé. Elle mentionne que c'est le devoir de la princesse des anneaux de suivre le roi des anneaux, et elle déclare qu'elle serait ravie de lui donner un coup de main. Elle mentionne qu'elle ne serait pas contre lui lancer le match, mais il devrait le faire paraître convaincant. Elle déclare qu'il devrait simplement la rendre sienne, comme il l'a fait pour les autres princesses, et elle mentionne qu'elle sait qu'il est au moins digne de porter ses anneaux. Elle déclare qu'elle coopérera à partir de maintenant, mais Sato lui dit qu'il n'a pas besoin de sa pitié. Il déclare qu'il se battra de toutes ses forces contre elle, et Granar lui dit de faire de son mieux dans ce cas, et elle part.
La scène coupe ensuite sur Sato s'entraînant avec son épée, et il pense qu'il n'acceptera pas cette humiliation, car il a promis à Aimé qu'il deviendrait plus fort. La scène passe ensuite à Sato se réveillant le lendemain, et il remarque Néphryte dans son lit. Sato lui demande quand elle est arrivée, et Néphryte mentionne qu'elle était là tout le temps. Elle se demande comment il se sent, et elle déclare que l'anneau a le pouvoir de guérir ses blessures. Elle mentionne qu'il s'entraîne vraiment dur pour vaincre Granard, et Sato déclare qu'il fait de son mieux. Il mentionne qu'il pense qu'il finira quand même par perdre, et Néphryte lui dit qu'il peut gagner en utilisant le pouvoir des anneaux. Elle mentionne qu'elle sait qu'il est préférable d'avoir la reconnaissance de la princesse, mais la mission du roi des anneaux est de collecter les 5 anneaux. Pour cela, il doit utiliser tous les moyens nécessaires, et Sato déclare qu'il en est conscient. Néphryte mentionne alors que c'est le devoir de la princesse des anneaux de soutenir le roi des anneaux, et elle lui dit de suivre son cœur et de faire ce qui est nécessaire. Sato déclare qu'elle a raison, et il part s'entraîner. Néphryte ne peut pas croire que c'est tout ce qu'elle a pu faire après avoir rassemblé tout son courage, et la scène coupe à Sato s'entraînant avec Mars. Il parvient à surprendre Mars avec l'une de ses attaques, et Mars mentionne qu'il s'est vraiment amélioré. Sato se demande s'il peut au moins gagner une fois sur 10 contre Granard, et Mars mentionne que ce n'est pas possible. Il mentionne que l'adversaire de Sato n'utilisera pas ces attaques évidentes qu'il vient d'utiliser, et quand il pourra contrer ces attaques et réaliser des mouvements comme plus tôt, alors il pourrait avoir une chance, et il pourrait peut-être gagner au moins une fois sur 10 000 tentatives. Il mentionne qu'elle ne devrait pas poser de problème avec le pouvoir de ses anneaux, et Sato continue de s'entraîner. Aimé veille sur lui, et elle entend ensuite des catfolks parler du fait que Granard a laissé Sato toucher son corps. Aimé demande aux catfolks d'élaborer, et elle découvre toute la vérité. La scène coupe ensuite sur elle au lit, et elle pense que Sato se contentait juste de frotter Granard, mais cela ne change pas le fait qu'il l'a quand même touché. Elle s'imagine ensuite se faire toucher par Sato, et elle est embarrassée. La scène coupe ensuite à Sato ayant une revanche avec Granard, et les personnes qui la prennent viennent à l'arène pour regarder. Sato rencontre un chevalier qui vient d'être vaincu par Granard avant d'entrer dans l'arène, et ensuite il affronte Granard. Nous voyons que Aimé ne encourage pas Sato, et Alabasté lui demande si elle ne va pas encourager. Il déclare que Sato a travaillé dur pour obtenir la reconnaissance de Granard, et Aimé pense que cela n'a pas d'importance car c'est le travail de Sato de collecter les anneaux. Nous voyons ensuite le chevalier qui vient d'être vaincu, et il pense que ce n'est pas juste que le roi des anneaux puisse devenir plus fort avec le pouvoir de ses anneaux. Il remarque alors un anneau qui traîne, et il entend une voix lui dire de ramasser l'anneau s'il veut du pouvoir. Le chevalier ramasse l'anneau, et nous voyons Granard et Sato sur le point de commencer leur match, mais le chevalier arrive là. Il entre de force dans l'arène, et il essaie d'attaquer Sato. Granard le sauve, et le chevalier invoque ensuite quelques créatures abyssales. Cela provoque la panique dans l'arène, et les gens essaient de s'enfuir. Certains catfolks armés arrivent alors, et ils combattent les créatures abyssales. Ils mentionnent qu'ils s'entraînent jour et nuit pour la résurrection du roi abyssal, et leurs forces ne sont rien pour eux à craindre. Granard dit ensuite à certains de ses subordonnés de séparer cette zone des autres, et de garder les monstres ici. Ses subordonnés évacuent la zone, et ils déconnectent cette zone des autres. Ils traitent avec les créatures abyssales, et Granard essaie de combattre le chevalier. Elle l'attaque, mais sa lame fond à cause des flammes entourant le chevalier. Elle pense qu'elle doit trouver un moyen de faire face à ces flammes, et Sato essaie d'attaquer le chevalier en se faufilant derrière lui, et en recouvrant son épée de magie du vent, mais c'est inutile, et le chevalier l'envoie voler. Granard lui demande alors de se calmer, car elle va prendre les choses en main à partir de maintenant, et Sato lui demande comment elle va faire face à ça, alors que son épée ne peut même pas toucher cette chose. Granard mentionne qu'elle n'abandonnera pas comme ça, et elle déclare que son peuple descend des guerriers qui ont combattu aux côtés du roi des anneaux. Elle mentionne que puisqu'il est le roi des anneaux de cette génération, combattre à ses côtés et le protéger est leur devoir, même s'il est peu fiable. Sato n'aime pas le son de ça, et il mentionne qu'il n'a peut-être pas maîtrisé la magie de l'anneau, mais il peut toujours distraire cette chose et disperser ses flammes. Granard mentionne que cela serait risqué, et Sato déclare qu'il pourrait être un lâche, mais il y a encore quelque chose qu'il peut faire. Granard accepte son aide, et Sato utilise les anneaux comme appât pour distraire le chevalier. Le chevalier essaie de l'attaquer, et juste quand il se rapproche de lui, Sato utilise sa magie du vent pour disperser ses flammes. Granard l'attaque à ce moment-là, et elle tend son épée à Sato pour porter le coup de grâce. Sato utilise le pouvoir de l'anneau de lumière pour couper le masque du chevalier, et il découvre que le chevalier était contrôlé par un anneau noir.
Les catfolks informent alors Granard qu'ils se sont occupés des créatures abyssales, et Sato pense que les catfolks sont vraiment forts. Granard mentionne alors qu'elle a peut-être sous-estimé le roi des anneaux, et elle déclare qu'il peut manquer de force, mais il possède les qualités d'un roi. Elle mentionne qu'elle reconnaît sa valeur, et elle lui demande de devenir son mari. Aimée n'aime pas cela, mais elle pense que cela ne peut pas être aidé car c'est pourquoi Sato a travaillé si dur. Sato dit alors à Granard qu'il ne va pas demander sa reconnaissance, il va lui faire reconnaître, et il la défie pour un autre combat. La scène coupe ensuite sur les deux se faisant face à nouveau, et Granard attaque Sato. Sato tombe dans son leurre, et elle parvient à toucher. Sato ne renonce toujours pas, et Aimée se demande pourquoi Sato traverse cela alors que Granard a déjà accepté de lui donner l'anneau. Néphryte demande à Aimée si elle ne va pas encourager, et elle déclare que Sato se bat pour son bien. Granard dit alors à Sato d'utiliser ses anneaux, et elle se demande s'il va doucement avec elle. Sato mentionne que les anneaux représentent le pouvoir qu'il emprunte à Aimée et Néphryte, et ce n'est pas son propre pouvoir, et même s'il gagne en les utilisant, il restera quand même un homme pathétique qui a perdu devant la fille qu'il aime. Il mentionne qu'il essaie d'être un homme cool pour sa femme bien-aimée, et Aimée pense que Sato est vraiment un grand idiot. Elle dit alors à Sato que s'il parvient à gagner ce combat, alors elle aura des relations sexuelles avec lui comme récompense, et cela excite Sato, mais Aimée est embarrassée ensuite. Sato entend alors une voix lui disant qu'il est un homme amusant, et il remarque que la voix vient des anneaux. La voix déclare qu'elle va prévoir le prochain mouvement de Granard, et elle demande à Sato de se concentrer sur lui, car cela le fera agir plus vite. Sato hésite, mais la voix lui demande de ne pas s'inquiéter car ce n'est pas le pouvoir des princesses des anneaux. Il lui dit de considérer cela comme une opportunité qu'il s'est lui-même gagnée, et Sato comprend. Granard essaie alors de l'attaquer, et elle disparaît de sa vue. La voix dit à Sato qu'elle est au-dessus, et Sato parvient à contrer son attaque, et il la bête. Granard ne peut pas croire cela, et Sato se demande ce que c'était. Nous voyons que Granard est complètement amoureuse après ce coup, et elle embrasse Sato. Elle mentionne que Sato a été formidable, et elle déclare qu'il a été la première personne à la vaincre. Elle déclare qu'elle doit lui donner la reconnaissance qu'il mérite, et elle mentionne qu'il devrait faire un bébé. Elle déclare qu'à Nedakita, le vaincu doit servir le vainqueur avec dévouement, et elle essaie de demander à son serviteur de préparer les choses, mais Sato lui dit d'attendre, et Granard se demande si son corps ne lui plaît pas. Sato déclare que ce n'est pas ça, et il mentionne qu'il a déjà fait une promesse à Aimée. La scène passe ensuite à Aimée et Sato dans une chambre à coucher, et Sato repousse Aimée. Il mentionne qu'il devrait passer aux choses sérieuses, et Aimée s'attend à ce qu'il ait son chemin avec elle, mais elle remarque que Sato s'est endormi. Aimée pense qu'il doit être fatigué après avoir utilisé le pouvoir des anneaux, et elle déclare qu'il avait l'air cool aujourd'hui, et elle lui embrasse le front. La scène coupe ensuite à Sato se réveillant le lendemain matin, et il remarque qu'il est nu et dans le lit avec Aimée. Aimée mentionne que Sato était vraiment agité la nuit dernière, et Sato pense qu'il ne se souvient de rien. Nous voyons alors que Néphryte est également sur le lit, et elle mentionne qu'il ne s'est rien passé la nuit dernière. Elle déclare qu'elle était éveillée, et regardait tout parce que c'était censé être son tour ensuite. Granard mentionne qu'après ça, ce sera son tour, et une fille chat informe alors Granard que c'est l'heure, et elle dit aux autres qu'ils organisent un banquet de mariage. La scène passe ensuite à Sato et à ses épouses assistant au banquet avec les autres, et Granard dit à tout le monde que le roi des anneaux est de retour, et ils peuvent maintenant redevenir ses camarades guerriers. Les gens de Nedakita sont heureux que leur princesse ait enfin trouvé l'homme qui lui convient, et Granard dit à Sato qu'elle est heureuse qu'il ait dit qu'il voulait gagner sa reconnaissance. Sato essaie de lui parler de la voix mystérieuse, mais elle mentionne qu'elle sait que Sato a lu ses mouvements parfaitement, et ce n'était pas une coïncidence. Elle déclare que cette victoire est le résultat de sa détermination, et elle mentionne que c'est tout ce dont elle a besoin. Cela fait rougir Sato, et cela rend Aimée jalouse. Elle s'énerve, et elle boit un verre entier de vin d'un coup. Cela la rend pompette, et Sato l'emmène dans une pièce pour se reposer. Aimée lui demande alors d'arrêter de la faire s'inquiéter, et Sato lui dit qu'il est vraiment heureux en ce moment. Il mentionne qu'elle l'a encouragé, et il veut vraiment finir ce qu'ils ont commencé, mais il veut le faire après leur retour dans leur ancien monde. Il déclare que ce monde est trop inhabituel pour lui, et il veut continuer cette relation dans leur ancien monde. Aimée mentionne que c'est un soulagement d'entendre cela, mais elle veut quand même récompenser Sato pour avoir remporté ce match. Elle lui demande s'il veut qu'elle fasse quelque chose pour lui, et elle déclare qu'elle peut exaucer son vœu. Sato lui demande avec hésitation s'il peut toucher son sein, et cela surprend Aimée, mais elle le permet.
Satao les touche ensuite comme il le veut, et il remarque que Nefrit et Granard les regardent. Granard saute alors sur Satao, et elle déclare qu'elle ne peut plus se retenir. Nous voyons qu'il y a de la poudre de chat dans la pièce qui la rend bizarre, et Nefrit et Aimé la calme avant qu'elle ne fasse quelque chose d'extrême. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 6, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de résumés d'anime.